À 2 heures du matin, maman m'a traîné sur le palier en hurlant « Sors d'ici et ne reviens jamais ». Je l'ai supplié, pieds nus, pendant que son nouveau mari maître regardait avec un sourire narquois. Une semaine plus tard, ils m'ont appelé 30 fois en une seule heure. Avant de plonger dans les détails de cette histoire de trahison et de justice, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, cette nuit où ma vie a basculé. Je m'appelle Éléonore Perrin, j'ai 27 ans. À 2 heures du matin, ma propre mère m'a attrapée par le bras, m'a traînée sur le palier et a hurlé « Sors d'ici et ne reviens jamais ». Sa voix a résonné dans la rue obscure. J'ai supplié, pieds nus, tremblant dans mon pyjama fin, mon cœur battant la chamade tandis que son nouveau mari se tenait en haut des escaliers, un sourire narquois sur le visage, comme s'il avait gagné un jeu pervers. Elle m'a claqué la porte au nez. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ils m'ont appelé 30 fois en une seule heure. Qu'est-ce qui avait changé? J'avais découvert quelque chose qu'ils ne voulaient jamais que je voie. La nuit était silencieuse, d'un silence lourd et pesant qui précède souvent les tempêtes. J'étais profondément endormie dans la chambre de mon enfance, dans notre maison familiale du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, quand la porte s'est ouverte à la volée. La lumière crue du couloir m'a aveuglée. C'était ma mère, Martine. Mais ce n'était pas son visage habituel, celui qui m'avait souri pendant 27 ans. Ce visage-là était dur, un masque de fureur froide. Ses doigts, semblables à des serres, se sont refermés sur mon bras. « Lève-toi » a-t-elle sifflé, sa voix méconnaissable. Je n'ai pas eu le temps de réagir, de comprendre. Elle m'a tiré hors du lit avec une force que je ne lui connaissais pas. Le sol était glacial sous mes pieds nus. En pyjama, encore à moitié endormi, j'ai été traînée à travers le couloir, puis dans l'escalier. En haut des marches, une silhouette se découpait dans la pénombre. Hervé, son mari depuis 2 ans. Il ne bougeait pas, les bras croisés, un sourire satisfait étirant ses lèvres fines. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était un sourire de triomphe, le sourire d'un prédateur contemplant sa proie. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » Il est 2 heures du matin, ai-je balbutié, la confusion se mêlant à une peur grandissante. Elle ne m'a pas répondu. Elle a continué à me tirer jusqu'à la porte d'entrée. L'air froid de la nuit lyonnaise s'est engouffré à l'intérieur, me faisant frissonner violemment. « Tu nous as désobéi, Éléonore » a-t-elle enfin dit, ses mots crépitants comme des braises. « Tu as refusé de signer. Tu mets en péril l'avenir de l'entreprise. » Je savais de quoi elle parlait. Les papiers. Ces documents qu'Hervé avait préparés, qui me demandaient de renoncer à mes droits de vote majoritaires dans Perrin Immobilier, l'entreprise que mon père, Arnaud, avait bâtie de ses propres mains. Son héritage. Mon héritage. Mais maman, c'est l'entreprise de papa. Il voulait que je la protège. Ton père n'est plus là, a-t-elle crié, son visage se tordant de rage. C'est Hervé qui a la vision maintenant. Et toi, tu n'es qu'un obstacle. Un obstacle. Ce mot a résonné en moi, plus douloureux qu'un coup de poing. J'ai regardé Hervé, son sourire narquois toujours accroché à son visage. Il savourait chaque seconde de mon humiliation. Dans son regard, j'ai vu des années de ressentiment, la jalousie d'un homme qui n'avait jamais rien construit par lui-même et qui était sur le point de voler l'œuvre d'un autre. La porte s'est ouverte sur la nuit pluvieuse. Elle m'a poussé dehors. Je me suis retrouvée sur le palier, pieds nus, le carrelage froid mordant ma peau. La bruine commençait à tremper mon pyjama en coton fin. « Sors d'ici et ne reviens jamais » a-t-elle hurlé, ses mots se perdant dans l'écho de la rue déserte. J'ai pleuré, j'ai supplié. J'ai frappé à la porte. « Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. » Pour toute réponse, j'ai entendu le bruit sec du verrou qui se tournait. Un clic. Puis un autre. Comme des coups de feu mettant fin à ma vie d'avant. Je me suis effondrée contre la porte, le corps secoué de sanglots. Ce n'était pas ma mère. La femme qui me jetait dehors, les yeux pleins de glace, était une étrangère. Une créature façonnée par Hervé. C'est ce que je me disais, désespérément, pour essayer de donner un sens à l'insensé. J'essayais de rationaliser son comportement,
de rejeter toute la faute sur lui. Pieds nus sur le trottoir froid de Lyon, je n'avais que mon téléphone, dont la batterie affichait un inquiétant 15%, et une terrible question: comment ma propre mère avait-elle pu devenir mon pire ennemi? Le froid était mordant. Chaque rafale de vent semblait passer à travers moi, gelant mes os. J'ai erré sans but dans les rues de la Croix-Rousse, les pavés humides et inégaux blessant la plante de mes pieds. Les lumières de la ville, habituellement si chaleureuses, me paraissaient hostiles, indifférentes à ma détresse. Finalement, j'ai trouvé refuge sous un abribus, m'asseyant sur le banc en plastique glacé, repliant mes jambes contre ma poitrine pour essayer de conserver un peu de chaleur. Les larmes continuaient de couler, silencieuses maintenant. C'était un torrent de chagrin, de confusion et d'une solitude si profonde qu'elle me donnait le vertige. Comment en étais-je arrivé là? La question tournait en boucle dans mon esprit. Les souvenirs affluaient, des flashs de jours plus heureux. Je me suis revue, enfant, dans le bureau de mon père. L'odeur du bois ciré et du papier. Sa voix grave et rassurante m'expliquant les plans d'un nouvel immeuble. Tu vois, Éléonore, disait-il, un crayon à la main, chaque brique est importante. Mais les fondations, c'est ce qui compte le plus. Et nos fondations, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Le mot sonnait comme une blague amère maintenant. Assise dans le froid, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Ce n'était pas une impulsion soudaine. C'était l'aboutissement d'un plan méticuleusement orchestré. Après la mort de papa, il y a 5 ans, Hervé était entré dans la vie de maman. Au début, j'étais heureuse pour elle. Elle semblait moins seule. Mais peu à peu, les choses avaient changé. Subtilement. Le fauteuil en cuir de papa dans le salon, remplacé par un sofa moderne choisi par Hervé. Les photos de nous trois, disparaissant une à une des murs, remplacées par des portraits d'eux, souriant, en vacances. J'avais mis ça sur le compte du deuil, de son besoin de tourner la page. J'avais eu tort. C'était une stratégie d'effacement. Puis, il y a eu l'entreprise. Hervé, avec son passé d'entrepreneur raté, avait commencé à donner son avis. Des conseils qui, étrangement, isolaient toujours un peu plus les anciens collaborateurs de papa et promouvaient des gens à lui. Ma mère, autrefois si impliquée aux côtés de mon père, semblait boire ses paroles, le présentant comme un sauveur, un visionnaire. Mon propre rôle avait été réduit, petit à petit. Mes suggestions étaient balayées d'un revers de main, mes questions qualifiées d'immatures. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts engourdis peinant à taper le code. La batterie était à 12%. Le temps pressait. J'ai senti la panique monter, puis une autre sensation, plus profonde, plus forte, a pris le dessus. Une image de mon père m'est revenue, le jour de mes 21 ans. Il m'avait offert ma première mallette en cuir. Le monde des affaires est une jungle, ma chérie, m'avait-il dit. Il y aura des prédateurs. Ne te comporte jamais comme une proie. Analyse, planifie, et quand tu frappes, frappe fort. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. La proie, c'était fini. La douleur était toujours là, une plaie béante dans ma poitrine, mais maintenant, une flamme commençait à vaciller à côté. La rage. Pas une rage aveugle, mais une rage froide, calculatrice. J'ai ouvert l'application de notes. Mon cerveau, entraîné pendant des années par mon père, s'est mis en marche. J'ai créé 2 listes. La première, allié potentiel. En haut, j'ai écrit Amélie Roche, ma meilleure amie depuis l'université, devenue une avocate redoutable. Puis, Monsieur Chevalier, le notaire de mon père, un homme d'une droiture inflexible. J'ai ajouté Madame Picard, l'ancienne secrétaire de papa, mise à la retraite anticipée par Hervé 6 mois plus tôt. Des gens loyaux. Des gens qui connaissaient la vérité sur mon père et son entreprise. La deuxième liste, faiblesse du couple. Pour Hervé, j'ai noté arrogance, besoin de reconnaissance, passé financier trouble, à vérifier. Il se croyait intouchable. C'était sa plus grande faiblesse. Pour ma mère, insécurité, peur de la solitude, influençable, besoin de validation. C'était plus douloureux à écrire, mais c'était la vérité. Hervé n'était pas seulement son mari, il était le rempart contre ses propres peurs. La douleur était toujours là, mais maintenant,
elle était accompagnée d'une flamme nouvelle, la rage de me battre. Mon plan commençait à prendre forme, mais je ne savais pas que leur prochaine attaque arriverait bien plus vite que prévu. L'aube a commencé à poindre, peignant le ciel lyonnais de teintes grises et roses. Épuisé, transi de froid, mais animé par une nouvelle détermination, j'ai attendu l'ouverture du premier café. Dès que les portes se sont ouvertes, je suis entré, cherchant désespérément une prise électrique. J'ai branché mon téléphone, qui affichait un critique 5%. J'ai commandé un grand café noir, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le renverser. La chaleur de la tasse était la première sensation réconfortante que j'avais ressentie depuis des heures. Pendant que mon téléphone reprenait vie, j'ai essayé d'appeler Amélie, mais je suis tombée sur sa messagerie. Il était trop tôt. J'ai décidé d'utiliser la carte de débit de mon compte personnel pour payer le café et peut-être trouver un hôtel bon marché pour la journée. Ça fera 2,80 €, s'il vous plaît. J'ai tendu ma carte. La serveuse l'a insérée dans le terminal. Un silence. Puis un bip aigu, désagréable. Paiement refusé, a-t-elle dit, me regardant avec un mélange de pitié et de suspicion. Mon cœur s'est serré. C'est impossible. Réessayez, s'il vous plaît. Elle a réessayé. Même résultat. Une sueur froide a perlé sur mon front. J'ai sorti les quelques pièces que j'avais dans la poche de mon pyjama, miraculeusement restées là, et j'ai payé. Je me suis précipité vers ma table. Mon téléphone était maintenant à 20%. J'ai ouvert mon application bancaire. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon compte épargne, celui où je mettais de l'argent de côté depuis mon premier job d'étudiante, était vide. Non, pas vide. Le solde affichait 0 €. Et un message en rouge, compte bloqué sur ordre du titulaire principal. Le titulaire principal ? Ma mère. Elle n'avait pas seulement le droit de signature sur ce compte que nous avions ouvert ensemble quand j'avais 18 ans, elle avait le pouvoir de le bloquer. Et elle l'avait fait. Il ne m'avait pas seulement mise à la porte. Il m'avait coupé de tout. Il voulait me briser, me laisser sans ressources, sans défense, pour que je revienne en rampant, prête à signer n'importe quoi. La nausée m'a envahi. Je me suis penchée en avant, la tête entre les mains, essayant de respirer. C'est à ce moment-là que j'ai vu la notification sur mon téléphone. Une publication de Martine Perrin. Par réflexe, j'ai cliqué. C'était une photo d'elle et d'Hervé, prise dans la salle du conseil de Perrin Immobilier. Il souriait, l'air confiant, puissant. Le texte en dessous était un long communiqué. Il annonçait une nouvelle ère passionnante pour l'entreprise. Il louait la vision stratégique et audacieuse d'Hervé Giraud, le nouveau directeur associé. Et puis, il y avait le paragraphe qui me concernait. Nous souhaitons également annoncer qu'Éléonore Perrin a décidé de se retirer de ses fonctions opérationnelles pour poursuivre des aspirations plus personnelles. Nous la remercions pour sa contribution passée et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. J'ai relu la phrase 10 fois. A décidé de se retirer. Aspiration plus personnelle. C'était un mensonge si honté, si public, que j'en ai eu le souffle coupé. Il ne se contentait pas de me voler, il réécrivait l'histoire, me transformant en une jeune femme frivole qui abandonnait ses responsabilités. Il me salissait, publiquement, pour justifier leur coup d'État. Je me suis mise à analyser le texte. Ce n'était pas le style de ma mère. C'était trop lisse, trop corporatif. C'était du Hervé tout craché. C'était la voix de l'insécurité de ma mère, amplifiée par l'arrogance d'Hervé. Il ne la manipulait pas seulement avec l'argent, il la manipulait avec son besoin désespéré d'exister par elle-même, loin de l'ombre de mon père. En la plaçant sur le devant de la scène, il la contrôlait totalement. Si vous étiez à ma place, sans argent, sans abri, et publiquement trahi par votre propre famille, quelle serait votre première action ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre instinct de survie. Sans argent et publiquement effacé, j'étais devenue un fantôme. C'est alors qu'un message de ma cousine est arrivé, m'invitant à une réunion de famille. Mon amie Amélie m'a prévenu que c'était un piège, mais une partie de moi espérait encore stupidement pouvoir raisonner avec eux. Le message venait de Manon, ma cousine. Réunion de famille à midi, au bistrot de Lyon.
Tout le monde sera là. Il faut qu'on parle. Mon cœur a eu un soubresaut d'espoir stupide. Peut-être que quelqu'un dans la famille allait prendre ma défense. Peut-être que Manon avait vu la publication et voulait m'aider. J'ai immédiatement appelé Amélie. Sa voix était calme, mais ferme. Éléonore, n'y va pas. C'est un piège. Ils t'ont isolé financièrement, ils ont contrôlé le récit public. Maintenant, ils veulent te détruire devant la famille pour légitimer leurs actions. C'est une exécution publique. Je savais qu'elle avait raison. Chaque fibre de mon être, entraînée par les leçons de prudence de mon père, me hurlait de fuir. Mais une autre partie de moi, la petite fille qui aimait sa mère, refusait d'y croire. Je dois y aller, Amélie. Je dois les regarder dans les yeux. Je dois entendre ce qu'ils ont à dire. Sois prudente, alors, a-t-elle soupiré. N'admets rien, ne signe rien, ne promets rien. Écoute, et pars. Et enregistre tout avec ton téléphone si tu peux. J'ai passé le reste de la matinée à errer dans la ville, me sentant comme une paria. J'ai dû emprunter quelques euros à une amie pour pouvoir prendre le métro. Je portais toujours mon pyjama de la veille, caché sous un vieux manteau qu'elle m'avait prêté. Je me sentais sale, humiliée, invisible. Quand je suis entrée dans le restaurant, un silence glacial s'est abattu sur la grande tablée. Ils étaient tous là. Mes oncles, mes tantes, mes cousins. Leurs visages étaient des masques de jugement. Ma mère et Hervé trônaient au bout de la table, tel un roi et une reine dans leur cour. Ma mère a refusé de croiser mon regard. Hervé, lui, m'a observé avec une satisfaction à peine dissimulée. J'ai pris la seule chaise vide, au bout opposé. L'air était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. C'est ma mère qui a pris la parole, sa voix claire et forte, calculée pour que tout le monde entende. Éléonore. Nous sommes ici parce que nous sommes inquiets pour toi. Inquiets. Le mot était si faux qu'il m'a presque fait rire. Tes dépenses sont devenues excessives ces derniers temps, a-t-elle continué. Ton style de vie, nous avons appris que tu avais des dettes de jeu. Des murmures ont parcouru la table. Des dettes de jeu? Je n'avais jamais mis les pieds dans un casino de ma vie. C'était un mensonge pur et simple, une calomnie conçue pour me discréditer totalement. Et puis, a-t-elle ajouté, portant le coup de grâce, nous avons découvert que tu avais volé des documents confidentiels de l'entreprise. Des plans, des contrats. Le choc m'a cloué sur place. C'était donc ça, leur plan. Non seulement me présenter comme une fille instable et dépensière, mais aussi comme une criminelle. Je me suis levée d'un bond, ma chaise raclant bruyamment sur le sol. C'est faux. Tout est faux. Assieds-toi, Éléonore, tu te donnes en spectacle, a sifflé ma mère, son visage impassible. Je l'ai ignoré. J'ai balayé la table du regard, cherchant un signe de soutien, une lueur de doute dans les yeux de ma famille. Rien. Que de la condamnation, ou pire, de la pitié pour cette pauvre fille qui a perdu la tête. Je me suis tournée vers ma mère. Ma voix était basse, tremblante, mais chaque mot était chargé d'une intensité féroce. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu crois vraiment à ça. Dis-le-moi, maman. Elle a détourné le regard. Dans cette fraction de seconde, tout le monde a vu. Tout le monde a su qu'elle mentait. Mais personne n'a rien dit. La peur, la lâcheté, le désir de ne pas faire de vagues étaient plus forts que la vérité. J'ai compris à ce moment-là que j'avais perdu ma famille. Pas seulement ma mère, mais tous. Ils avaient choisi leur camp. J'ai compris, ai-je dit, ma voix retrouvant sa fermeté. Vous avez fait votre choix. Je me suis retournée et je suis partie, sans un regard en arrière. En passant la porte, j'ai croisé le regard de ma cousine Manon. J'y ai vu non pas de la méchanceté, mais de la pitié et de la peur. Ce regard m'a fait comprendre quelque chose d'essentiel, ils n'étaient pas seulement cruels, ils avaient peur. Mais de quoi? En sortant du restaurant, l'air frais m'a semblé purifiant. La colère avait remplacé le chagrin. La peur dont j'avais vu le reflet dans les yeux de Manon était la clé. Ils avaient peur parce qu'ils cachaient quelque chose. Ils avaient peur parce qu'ils savaient que leur mensonge reposait sur des fondations fragiles. J'ai marché jusqu'au quai de Saône, m'asseyant sur un banc face à l'eau.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé ma liste d'alliés potentiels. Le premier nom était Amélie. Elle était déjà au courant, elle était mon soutien moral et légal. Le deuxième nom était Monsieur Laurent Chevalier, le notaire. C'était un risque. Il était un professionnel tenu au secret, un homme d'un certain âge, peut-être ne voudrait-il pas s'impliquer. Mais mon père lui faisait une confiance aveugle. Laurent, c'est plus qu'un notaire, disait-il. C'est la mémoire de cette entreprise. J'ai trouvé son numéro et j'ai appelé. Sa secrétaire m'a dit qu'il était en rendez-vous, mais quand j'ai insisté, disant que j'étais la fille d'Arnaud Perrin et que c'était une urgence, elle m'a mis en attente. Quelques secondes plus tard, sa voix grave et familière a retenti. « Éléonore ? Que se passe-t-il » Ma voix s'est brisée en lui racontant les événements de la nuit et de la matinée. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. « Je m'en doutais », a-t-il finalement dit. « Je n'ai jamais fait confiance à cet homme, Hervé. Et Martine, elle a changé. Venez à mon étude. Maintenant. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau cossu, rue de la République. L'endroit sentait le vieux papier et la confiance. Monsieur Chevalier m'a servi un verre d'eau, son regard bienveillant. « Éléonore, je vais être direct. Votre père était mon meilleur ami, pas seulement un client. Et il était tout sauf naïf. Il avait des doutes sur Hervé bien avant sa mort. Il voyait la manière dont il manipulait votre mère. Mon cœur s'est emballé. Il vous a dit quelque chose ? Il a fait plus que ça. Il a pris des précautions. Il s'est levé et s'est dirigé vers un immense coffre-fort mural. Il l'a ouvert et en a sorti un dossier épais, cartonné, portant le nom « Perrin ». Après la mort de votre père, votre mère et Monsieur Giraud sont venus me voir avec un document, a-t-il expliqué en posant le dossier sur le bureau. Un addendum au testament, apparemment signé par votre père, accordant à votre mère des pouvoirs étendus et faisant d'Hervé un administrateur avec droit de vote. Il a sorti une feuille. Voici leur document. Puis il en a sorti une autre d'une enveloppe scellée. Et voici le testament original, que votre père m'a confié en personne, ainsi que tous les statuts originaux de la société. J'ai gardé ces copies certifiées conformes dans mon coffre, précisément parce que je pressentais des problèmes. Il a poussé les 2 documents vers moi. Regardez les signatures. Même à l'œil nu, la différence était visible. La signature sur leurs documents était tremblante, légèrement différente. C'était un faux. Un faux grossier. J'ai fait analyser les signatures par un expert graphologue à l'époque, à mes frais, a continué Monsieur Chevalier. C'est une contrefaçon. Mais je ne pouvais rien faire sans que vous, l'héritière légitime, ne contestiez la situation. La loi est ainsi faite. Je fixais les papiers, un tourbillon d'émotions me submergeant. La validation. La preuve. La colère. Monsieur Chevalier a posé sa main sur la mienne. Ton père m'a dit un jour, si jamais il m'arrive quelque chose, protège Éléonore. Elle a mon cœur, mais aussi ma tête. Il savait que tu étais une battante. Les larmes me sont montées aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de force. Je n'étais plus seule. J'avais un allié. Un gardien du secret de mon père. J'avais maintenant une épée. Mais pour gagner cette guerre, il me fallait un bouclier. Mon amie Amélie m'a dit, les documents prouvent leur crime, mais pour convaincre le monde, tu dois trouver la voix de ton père. Trouver la voix de ton père. La phrase d'Amélie tournait en boucle dans ma tête. J'étais retournée chez elle, les documents de Monsieur Chevalier précieusement rangés dans mon sac. Nous étions assises dans son salon, un champ de bataille de dossiers et de tasses de café. Juridiquement, nous avons de quoi les attaquer, a dit Amélie en examinant les copies. Faux et usage de faux, abus de confiance. C'est du lourd. Mais un procès peut prendre des années. Pendant ce temps, ils contrôlent l'entreprise, ils ont l'argent, ils peuvent nous épuiser. Elle avait raison. Nous avions besoin de quelque chose de plus. Quelque chose qui frapperait vite et fort. La voix de mon père. Ai-je répété, pensive. Et soudain, un souvenir a refait surface. Une image fugace mais précise. Mon père, assis à son bureau à la maison,
tard le soir. Il ne travaillait pas sur l'ordinateur principal de l'entreprise, mais sur un ordinateur portable personnel, et à côté, un disque dur externe noir. C'est ma police d'assurance, avait-il dit en plaisantant un jour où je lui avais demandé ce qu'il y avait dessus. Mes pensées, mes projets bruts, mes secrets. Tout est là, crypté. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Amélie, je crois savoir où chercher. Après la mort de mon père, ma mère avait voulu se débarrasser de ses affaires. J'avais insisté pour garder quelques cartons. Ses livres, ses vieux carnets, et son vieil équipement informatique. J'avais tout stocké dans un petit garde-meuble. Le lendemain matin, Amélie et moi étions devant le box de stockage. L'air sentait la poussière et les souvenirs. Après avoir déplacé plusieurs cartons, je l'ai trouvé. Le disque dur noir. De retour à l'appartement, le brancher a été le moment le plus simple. Le plus compliqué a été de trouver le mot de passe pour décrypter les données. Une fenêtre s'est ouverte, demandant une phrase secrète. J'ai tout essayé. Le nom de ma mère. Mon nom. Le nom de l'entreprise. Les dates de naissance. Rien. J'étais sur le point d'abandonner, frustré. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Pense, Éléonore, pense. Qu'est-ce qui comptait le plus pour lui? Je me suis souvenu d'une conversation, des années auparavant. Nous venions de remporter notre premier petit projet ensemble, la rénovation d'un petit immeuble dans le Vieux-Lyon. Il était si fier. Il avait débouché une bouteille de champagne et avait porté un toast. À notre premier succès, ma chérie. Et au nom que nous lui avons donné, le Phénix. Parce qu'il renaît de ses cendres. J'ai tapé, le Phénix Renaissance. Accès accordé. J'ai poussé un cri de joie. Amélie s'est précipitée à mes côtés. Le disque dur contenait des dizaines de dossiers. La plupart étaient des archives de travail. Mais un dossier se démarquait. Il était simplement intitulé « Pour Éléonore ». Mon cœur battait à tout rompre. Je l'ai ouvert. Il contenait plusieurs fichiers. Le premier était un document texte. C'était une lettre. Une lettre de mon père, écrite 3 mois avant sa crise cardiaque. Ma chère Éléonore, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé et que mes craintes se sont réalisées. J'écris ces mots avec le cœur lourd. J'aime ta mère, mais je ne suis pas aveugle. L'influence d'Hervé sur elle me terrifie. Il est un homme avide et sans scrupules. Il convoite ce que j'ai construit, non pas pour le faire grandir, mais pour le posséder. J'ai peur qu'il n'essaie de te manipuler, de te faire croire que tu n'es pas prête, de t'écarter. Ne les laisse pas faire. Perrin immobilier est à toi. C'est le fruit de ma vie, et c'est ton avenir. Tu as l'intelligence, la force et, plus important encore, l'intégrité pour diriger cette entreprise. Ne laisse jamais leur amertume empoisonner ton cœur. Bats-toi avec intelligence, pas avec haine. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. Je t'aime, papa. Les larmes coulaient sur mes joues en lisant ces mots. C'était comme s'il était là, dans la pièce, me parlant. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une bénédiction. Une armure. La lettre de mon père était mon bouclier. J'étais prête à les affronter. Mais juste avant d'appeler Amélie, j'ai vu un autre fichier dans le dossier, une simple note avec un nom et un numéro de téléphone. Le nom était celui de l'ancienne secrétaire de mon père, Agnès Picard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Pourquoi mon père aurait-il mis les coordonnées d'Agnès Picard dans ce dossier secret? C'était plus qu'une simple information de contact. C'était un indice. Madame Picard avait été le bras droit de mon père pendant plus de 20 ans. Une femme discrète, d'une efficacité redoutable et d'une loyauté à toute épreuve. Hervé l'avait poussée vers une retraite anticipée 6 mois après son arrivée, la remplaçant par une assistante plus jeune et plus moderne. À l'époque, j'avais trouvé cela cruel, mais je n'avais pas compris la portée stratégique de cet acte. Hervé ne se débarrassait pas d'une employée, il se débarrassait d'un témoin.
J'ai composé le numéro, le cœur battant. Une voix douce et un peu hésitante a répondu. Madame Picard? C'est Éléonore Perrin. La fille d'Arnaud. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis sa voix s'est réchauffée. Éléonore. Ma petite. Comment vas-tu? J'ai vu la publication de ta mère. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas vrai, Madame Picard. Rien de tout cela n'est vrai. Ils m'ont mise à la porte. Ils essaient de tout me prendre. Un long soupir. Je sais. Je m'en doutais. Votre père, il s'inquiétait tellement. C'est pour ça que je vous appelle. Mon père a laissé une note avec votre nom. Il voulait que je vous contacte, j'en suis sûre. Un autre silence, plus long cette fois. J'ai entendu sa respiration, comme si elle pesait le pour et le contre. Écoutez-moi bien, Éléonore, a-t-elle finalement dit, sa voix baissant d'un ton, devenant plus confidentielle. Votre père était un homme brillant, mais aussi très prudent. Surtout vers la fin. Il avait commencé à se méfier de tout le monde. Il avait une habitude, il gardait un petit dictaphone numérique sur son bureau. Il disait que c'était pour enregistrer ses idées quand elles lui venaient. Il l'allumait souvent le matin et ne l'éteignait que le soir. Mon pouce est accéléré. Vous pensez qu'il a enregistré quelque chose? Le jour où j'ai été licenciée, a-t-elle continué, pendant que la nouvelle assistante était au déjeuner, je suis retournée dans le bureau de votre père pour prendre mes dernières affaires. Le dictaphone était là, sur le bureau. Par instinct, je l'ai pris. Je me suis dit que c'était un souvenir de lui. Je ne l'ai jamais écouté. J'avais peur de ce que je pourrais entendre. Il est dans un tiroir depuis ce jour. J'arrivais à peine à respirer. Madame Picard, est-ce que je pourrais? Je vous attends, a-t-elle simplement dit. Une demi-heure plus tard, j'étais dans son petit appartement impeccable à Villeurbanne. Elle m'a tendu le petit objet en métal. C'était un modèle simple, facile à utiliser. Avec des mains tremblantes, j'ai appuyé sur Play. Il y avait des heures d'enregistrement. Des bruits de bureau, des appels téléphoniques, mon père dictant des notes. J'ai avancé rapidement, cherchant les enregistrements les plus récents. La date du dernier fichier était 2 jours après mon expulsion. J'ai appuyé sur Play. J'ai reconnu le son du bureau de mon père. Puis, des voix. Celle de ma mère et d'Hervé. Il ne savait manifestement pas que l'appareil enregistrait. La voix d'Hervé, pleine de suffisance, et voilà. La petite princesse est dehors. Elle ne reviendra pas supplier avant d'être à court d'argent, ce qui ne devrait pas tarder. D'ici là, la nouvelle direction sera bien établie. Puis, la voix de ma mère, avec une note d'hésitation, « Tu es sûr pour la signature, Hervé? Si jamais elle... » « Ne t'inquiète pas, chérie, l'a-t-il coupé. C'est parfait. J'ai passé des semaines à m'entraîner sur les vieilles lettres d'Arnaud. Personne ne verra la différence. Et même si c'était le cas, qui la croirait? La fille instable contre le couple solide qui a sauvé l'entreprise? Le conseil d'administration est de notre côté. La famille est de notre côté. C'est fini pour elle. Puis, j'ai entendu quelque chose qui a brisé la dernière parcelle d'espoir que j'avais pour ma mère. Un rire. Un petit rire complice et soulagé. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence dans le salon de Madame Picard était assourdissant. Elle me regardait, les yeux remplis de larmes. J'avais la preuve. La preuve irréfutable. Larmes fumantes. En écoutant leur voix, leur rire complice, toute trace d'espoir pour ma mère s'est éteinte. Ce n'était plus une question de justice, c'était devenu une question de survie. Il était temps de ne plus se défendre, mais d'attaquer. De retour chez Amélie, nous avons écouté l'enregistrement ensemble. Son visage, habituellement si stoïque, s'est durci. Quand ce fut terminé, elle a simplement dit « Nous les tenons ». Sa première réaction d'avocate a été de préparer une assignation en justice. Nous déposons ça demain matin. Avec ça, le faux de Monsieur Chevalier, et la lettre de ton père, n'importe quel juge gèlera leurs avoirs en attendant le procès. Mais j'ai secoué la tête. L'idée de mon père, batte-toi avec intelligence, pas avec haine, résonnait en moi. Un procès serait long, coûteux,
et se déroulerait à huis clos pendant des mois, voire des années. Cela leur laisserait le temps de saper l'entreprise de l'intérieur, de déplacer des fonds, de détruire d'autres preuves. Et surtout, cela ne laverait pas mon nom publiquement. Non, ai-je dit, une nouvelle assurance dans la voix. On ne va pas jouer selon leurs règles. On va créer les nôtres. Hervé se soucie de sa réputation plus que tout. Ma mère a sacrifié sa fille pour son image publique. C'est là qu'il faut frapper. Amélie a compris immédiatement. Un sourire de combattante s'est dessiné sur ses lèvres. Une offensive médiatique. J'aime ça. Pendant les 48 heures suivantes, nous avons travaillé sans relâche. Nous n'avons pas fait une simple publication sur les réseaux sociaux. Nous avons construit un véritable dossier, un réquisitoire implacable. D'abord, nous avons acheté un nom de domaine simple, https://www.google.com/search lavéritéperrinimmobilier.com. Amélie a utilisé ses compétences pour créer un site web sobre et professionnel en quelques heures. C'était notre tribune. Sur la page d'accueil, nous avons mis un titre simple, La vérité sur l'héritage d'Arnaud Perrin. En dessous, nous avons méticuleusement organisé les preuves. La lettre de mon père, nous l'avons scannée en haute résolution, sa belle écriture manuscrite occupant une place d'honneur. Les preuves de la fraude, nous avons publié côte à côte la vraie et la fausse signature, accompagnée du rapport d'expertise graphologique que M. Chevalier nous avait fourni. L'enregistrement audio, nous avons intégré un lecteur audio directement sur la page. Le coup de grâce. Nous l'avons intitulé « Conversation entre Martine Perrin et Hervé Giraud, 2 jours après l'expulsion de leur fille ». Pour finir, j'ai écrit un texte court et personnel. Je n'ai pas utilisé de langage juridique. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai raconté la nuit de mon expulsion. J'ai parlé de l'amour que je portais à mon père et à son entreprise. J'ai expliqué que je ne me battais pas seulement pour de l'argent ou des parts sociales, mais pour l'honneur d'un homme qui ne pouvait plus se défendre. Ce que nous avons fait était risqué, mais parfois, pour obtenir justice, il faut créer sa propre tempête. Avez-vous déjà dû prendre un risque énorme pour défendre ce qui est juste? Racontez-le-moi dans les commentaires. La suite va vous couper le souffle. Le mercredi matin, à 9 heures précises, nous avons lancé l'offensive. Nous n'avons pas seulement partagé le lien sur mes réseaux sociaux. J'ai personnellement rédigé des emails, envoyant le lien du site web à une liste de contacts que j'avais mis des heures à compiler. Les 20 plus gros clients de Perrin Immobilier. Les membres du conseil d'administration. Les directeurs des 3 banques avec lesquelles nous travaillons. Une dizaine de journalistes spécialisés dans l'économie et l'immobilier à Lyon. Et enfin, tous les membres de ma famille qui étaient présents au restaurant. Puis, nous avons attendu. La première heure a été d'un silence angoissant. Et puis, le téléphone d'Amélie a sonné. C'était un des administrateurs de la société, un vieil ami de mon père. Sa voix était secouée. Éléonore, je viens de tout voir. Je suis sans voix. Une réunion d'urgence du conseil est convoquée pour cet après-midi. Puis un email est arrivé. C'était notre plus gros client, un promoteur national. Suite aux informations extrêmement graves portées à notre connaissance, nous suspendons avec effet immédiat tous nos projets en cours avec Perrin Immobilier. Les emails et les appels ont commencé à affluer. C'était une avalanche. L'histoire a été reprise par un journal économique en ligne. Puis un autre. À midi, c'était le principal sujet de conversation dans le petit monde de l'immobilier lyonnais. Le téléphone de l'entreprise n'arrêtait pas de sonner. Le leur aussi, j'imagine. Ils étaient piégés. Mais je savais qu'un animal acculé est le plus dangereux. J'attendais leur réaction, et elle fut encore plus vile que je ne l'avais craint. La réaction de ma mère et d'Hervé n'a pas été le silence ou la contrition. Ce fut une contre-attaque, maladroite et désespérée. Leurs avocats ont publié un communiqué dénonçant une campagne de diffamation orchestrée par une jeune femme instable et manipulatrice. Ils ont menacé de poursuivre en justice tous ceux qui partageraient notre site web. Mais il était trop tard. La vérité, une fois lâchée, ne retourne pas dans sa cage. Leur déni n'a fait qu'attiser les flammes. La réunion d'urgence du conseil d'administration a été un désastre pour eux.
Confrontés à l'enregistrement et aux preuves de la fraude, ils n'ont eu aucune défense. Le Conseil a voté à l'unanimité pour leur retirer tout leur pouvoir exécutif et nommer un administrateur provisoire. Les banques, alertées par le scandale, ont gelé les comptes de l'entreprise, invoquant un risque de fraude. En moins de 24 heures, leur empire s'était effondré. Le processus judiciaire, accéléré par la pression publique et la clarté des preuves, a été rapide. Amélie a été brillante. Un mois plus tard, le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Lyon. Le juge a invalidé tous les documents frauduleux, me restaurant dans mes pleins droits en tant qu'héritière et actionnaire majoritaire de Perrin Immobilier. Martine et Hervé ont été condamnés à me verser des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral et financier. Plus grave pour eux, le procureur a ouvert une enquête pénale pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux. Leur réputation était anéantie. Leur avenir était derrière les barreaux. Ce soir-là, alors que je célébrais discrètement avec Amélie et Monsieur Chevalier, mon téléphone s'est mis à vibrer. Encore et encore. C'était ma mère. J'ai ignoré les premiers appels. Mais ils continuaient. 30 appels manqués en 1 heure. Et puis les messages vocaux ont commencé. Par une sorte de curiosité morbide, j'en ai écouté un. Sa voix était méconnaissable, brisée par les sanglots. Éléonore, ma chérie, s'il te plaît, décroche. On doit parler. C'est Hervé, il m'a monté contre toi. Il m'a tout fait faire. J'étais perdue après la mort de ton père, je n'étais pas moi-même. Tu es ma fille, tu ne peux pas me faire ça. On peut arranger les choses. Je suis ta mère. J'ai écouté, le cœur vide. Il n'y avait aucune prise de responsabilité. Aucune excuse sincère. Seulement des justifications, des tentatives de rejeter la faute sur Hervé, sur son deuil, sur moi-même. Elle ne regrettait pas ses actions. Elle regrettait les conséquences. J'ai effacé le message. J'ai effacé tous les autres sans les écouter. Puis j'ai ouvert un nouveau message texte. Mes doigts étaient stables sur l'écran. J'ai pleuré la mère que j'ai perdue il y a des années, le jour où tu as laissé cet homme entrer dans ta vie et éteindre ta lumière. Aujourd'hui, je ne ressens plus rien. Adieu. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai bloqué son numéro. Et celui d'Hervé. Une page se tournait. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais en regardant par la fenêtre de l'appartement d'Amélie, les lumières de la ville scintillant en contrebas, je me suis sentie incroyablement seule. J'avais récupéré un empire de briques et de mortiers, l'œuvre de la vie de mon père. Mais j'avais perdu la seule famille que j'avais jamais connue. Est-ce que tout cela en valait la peine? La question flottait, lourde, dans le silence de la nuit. La question de savoir si tout cela en valait la peine m'a hantée pendant des semaines. Les premiers jours à la tête de Perrin Immobilier ont été un tourbillon. Il fallait rassurer les employés, renouer le contact avec les clients et les partenaires, nettoyer le désordre financier laissé par Hervé. C'était épuisant, mais c'était aussi une thérapie. Chaque décision que je prenais, chaque contrat que je signais, je le faisais en me demandant, qu'aurait fait papa? La première chose que j'ai faite a été de réunir tous les employés. Je leur ai tout raconté, sans filtre. La trahison, la lutte, la vérité. J'ai vu le doute dans leurs yeux se transformer en respect, puis en loyauté. J'ai réembauché Madame Picard, non pas comme secrétaire, mais comme directrice des opérations. Son expérience et son intégrité étaient inestimables. Ensemble, nous avons commencé à reconstruire, non pas sur le sable mouvant du mensonge, mais sur le roc des valeurs de mon père, l'honnêteté, le travail acharné et le respect. Lentement, j'ai trouvé la réponse à ma question. Oui, cela en valait la peine. Parce que je ne me battais pas seulement pour un portefeuille d'actifs immobiliers. Je me battais pour une idée. L'idée qu'on ne peut pas laisser la cupidité et la malveillance gagner. Je me battais pour l'honneur de mon père. Et surtout, je me battais pour moi-même, pour la femme qui l'avait élevée. Quelques mois plus tard, la vie a commencé à reprendre des couleurs. Julien, mon petit ami, qui avait été mon roc silencieux pendant toute cette épreuve, m'a emmené pour une promenade au parc de la Tête d'Or. Sous les grands arbres centenaires, il a mis un genou à terre. Ce n'était pas une grande déclaration, juste des mots simples, sincères.
Et ma réponse a été un oui, tout aussi simple et sincère. Notre mariage n'a pas eu lieu dans une grande salle de réception, mais dans ce même parc, entouré d'un petit cercle de personnes. Il n'y avait pas ma mère, ni mes oncles ou tantes. Il y avait Amélie, ma demoiselle d'honneur et ma sœur de cœur. Il y avait Monsieur Chevalier, qui m'a conduite à l'hôtel, la larme à l'œil. Il y avait Madame Picard, rayonnante. La famille que j'avais choisie. Aujourd'hui, à la tête de Perrin Immobilier, je sais que la vraie richesse n'est pas dans nos comptes en banque, mais dans les liens que nous choisissons de tisser et les valeurs que nous refusons de compromettre. Ma vraie famille, c'est eux. Mon véritable héritage, c'est ça. J'ai gagné bien plus qu'une entreprise, j'ai gagné ma liberté et ma paix. Si mon histoire résonne en vous, si vous avez dû redéfinir ce que le mot « famille » signifie, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre dans l'obscurité. Aimez la vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de vérité. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage.